Bonsoir à tous. Alors j'ai la première presse technique de la soirée. Donc on va commencer. L'idée c'est de vous donner quelques gems. Voilà, vous avez envie de démarrer un projet Rails, vous avez envie de savoir ce qu'on peut utiliser histoire de ne pas avoir à chercher pendant 3 heures. Donc voilà, ça c'est l'idée de la présentation, vous donner quelques pistes. Alors forcément, s'il y a des gens qui ont de l'expérience, ils vont dire moi je n'utilise pas ça. On pourra en discuter à la fin dans les questions. On est là pour échanger, mais moi je suis là pour vous donner ma vision et les choses que je préfère. Alors pour l'authentification, une des gems la plus connue c'est Device, qui est très connue, qui est très complète. Moi c'est pas ma préférée c'est Sorcery. C'est un petit peu plus léger, un petit peu plus simple. Si vous avez l'habitude d'utiliser Device, je vous invite à regarder. Donc vous allez sur GitHub, vous tapez en général le nom que je mets là et vous allez trouver assez facilement le projet. Donc je vous invite à regarder Sorcery. Ça permet des fois d'intégrer une authentification de manière un petit peu plus simple, un petit peu plus rapide et peut-être un petit peu plus flexible. Là où Device va vous générer tous les templates, etc., c'est très bien. Si vous avez besoin d'un truc un petit peu plus light et que vous avez envie d'accorder à votre sauce, ça peut être sympa de regarder le reste. Après, j'ai mis OmniHot. OmniHot, c'est très connu. Ça peut être couplé à Device d'ailleurs et à Sorcery aussi. C'est très pratique si on veut faire du Facebook, du Twitter, etc. L'authentification en multiplateforme ou du GitHub aussi même. Enfin bref, dès qu'on a besoin de faire appel à un provider externe pour s'authentifier, OmniHot, c'est vraiment la gem qui est là pour ça et qui est la plus utilisée. Les interfaces admin, donc là l'idée c'est vous venez de créer votre projet, vous avez créé vos modèles, vous avez tout en base de données. Maintenant vous avez envie d'avoir une interface pour visualiser tout ce que vous avez dans votre base de données, pouvoir visualiser la liste de vos utilisateurs, la liste de vos voitures. J'ai pas d'exemple mieux, désolé. Donc voilà, il y en a deux qui ressortent du lot, qu'on trouve assez sur pas mal de projets. C'est Rails Admin, Active Admin. Rails Admin est ma préférence, parce qu'à customiser, je trouve ça un petit peu plus simple, là où Active Admin est un petit peu plus figé. Les deux ont beaucoup de fonctionnalités en commun. Il y a des listes, il y a du tri, il y a de la recherche. On peut les customiser. Dans Rails Admin, on peut rajouter facilement des formulaires. Dans Active Admin, de mémoire, c'est un petit peu moins facile. Voilà. Juste pour info, on a eu un talk de Shaq à Paris RB, c'était assez cool. Vous pouvez trouver les historiques sur notre page et on va les tanner pour qu'ils reviennent, pour qu'on puisse relancer la guerre entre Active Admin et Rails Admin. En plus, il y en a un troisième, je crois, ou même un quatrième qui sont arrivés, donc on va essayer de les faire venir et de les faire parler à Paris RB. La partie d'après sur les formulaires. Les formulaires, c'est pareil, un petit peu de religion. Il y a la religion Simple Form et il y a la religion Formtastic. Simple Form a ma préférence. Je ne saurais même plus expliquer pourquoi, c'est juste que j'ai pris l'habitude de l'utiliser sur tous les nouveaux projets que j'ai créés. Il y a différence de syntaxe, mais au final, c'est vraiment une guerre de religion. Je vous invite à tester les deux. Si vous n'avez aucune expérience avec les deux, dans ces cas-là, c'est pas compliqué. Vous avez votre projet, vous intégrez l'une, vous faites une branche, après vous faites une autre branche, vous intégrez l'autre, vous regardez ce qui vous plaît selon vos besoins. Il y aura des similarités entre les deux, mais vraiment le plus simple, c'est peut-être de tester les deux pour se faire une vraie idée. Une partie sur les tests. Alors là, il y a beaucoup de choses que j'ai balancées d'un coup. Une gemme dont je me sers assez souvent, c'est Timecop. Timecop, c'est assez utile dans les tests pour friser le temps. Des fois, on a envie que du début de son test à la fin de son test, il se soit absolument écoulé 0 seconde. Donc on va se servir de Timecop pour friser le temps. Si on a besoin de friser le temps dans le passé, parce qu'on a besoin de vérifier que le cas de minuit 1, il est bon, ou le cas du 3 février, enfin du 28 février à minuit 1, il est bon, on peut se servir de Timecop qui va permettre de hacker l'heure actuelle dans le test de manière très très simple. Moi, je suis un grand utilisateur. Alors j'ai mis RSpec à la fin. J'ai jamais utilisé RSpec, mais il y a beaucoup de gens qui aiment bien, donc je me sentais mal de ne pas le marquer. Personnellement, j'utilise les librairies par défaut de Ruby pour faire mes tests. Donc maintenant, dans Rails, c'est Minitest. Du coup, j'ai mis deux gems ici. Shuda qui permet d'utiliser les blocs contexte et should pour hiérarchiser les tests qu'on réalise. Sinon, on doit utiliser on fait test. Et le fait d'avoir le bloc contexte permet de les hiérarchiser. Il y a une autre gem qui fait ça, qui s'appelle Minitest Spec Context. Voilà, moi j'aime bien parce que comme ça on peut grouper les textes par catégorie. C'est ce que propose RSpec par défaut. Mais du coup, Shuda permet d'amener ça à la librairie par défaut de Ruby, c'est pas mal. Mocha, c'est une librairie de mocking qui va vous permettre de mocking et de stubbing, qui va vous permettre de définir des objets que vous allez pouvoir tester, dont vous allez pouvoir redéfinir des propriétés à la volée de manière simple.
C'est assez utile. Je pense qu'on pourrait faire une presse en entier sur ce que c'est Mocha, ce que c'est le mocking, à quoi ça sert et quel est l'intérêt. D'ailleurs, ça me donne une idée, c'est bien. Je vous invite à regarder, le README est assez bien fait. Vous allez normalement comprendre ce qu'on peut faire avec. Si vous n'avez aucune idée de quoi je parle, jetez un coup d'œil, ça va vous être utile. Factory Girl, c'est une gem qui va permettre de remplacer les fixtures de Rails. Donc plutôt que de définir des objets de test dans des fichiers YAML, vous allez définir ce qu'on appelle des factories. Donc vous allez définir dans un fichier en Ruby des objets qui vont vous servir de test et que vous allez pouvoir redéfinir à la volée après, etc. Donc c'est une évolution des fixtures pour définir des objets qu'on va réutiliser dans les tests. Rapidement, Fake Web, c'est une gem qui permet de truquer le résultat de requêtes externes. Quand vous avez une application qui a besoin de faire des appels à l'API de Foursquare, par exemple, de Google ou de n'importe quoi, c'est considéré comme une mauvaise pratique de laisser partir la requête en réel au serveur et d'analyser son résultat. Pourquoi ? La première raison, c'est tout simplement parce que si on est soumis à un quota, si on lance les tests 1000 fois, on a gaspillé 1000 requêtes. Si on n'a pas Internet, du coup, les tests ne passent pas. Si le fournisseur a un problème, du coup, les tests ne passent pas. Bref, si on arrive à isoler au maximum le test et donc dire, quand j'attends telle requête avec tel paramètre, je vais truquer le résultat et dire que je renvoie telle chose, je peux m'assurer qu'après, mon parseur, mon machin, tout ce que je fais en aval de la requête va fonctionner. Donc ça, c'est ce à quoi sert Fake Web et c'est assez pratique. Rapidement, sur les API, si vous avez besoin de créer des API en Rails, donc on peut le faire directement on peut servir du mécanisme des vues avec les méthodes toJSON, toXML pour convertir un objet en XML ou en JSON. Si on a besoin de faire des choses un petit peu plus évoluées, je vous invite à regarder du côté de ces deux gems, JBuilder qui est proposé par défaut dans Rails, je crois, qui permet de générer du JSON, et Grape qui est plus un framework d'API qui peut s'intégrer très bien à Rails, mais qui peut fonctionner en standalone dans une appli rack, qui permet de définir tous les objets qu'on veut sortir dans son API, de définir les méthodes auxquelles on veut laisser accès, comment est-ce qu'on définit les collections, etc. Donc dès qu'on a besoin de faire des choses un petit peu compliquées avec des API, c'est des outils qui sont très très utiles. Alors pour les charts, si vous avez besoin de générer des graphiques, moi j'aime beaucoup Google Charts, je trouve ça très pratique. On met le JavaScript, on fait 2-3 lignes et ça fonctionne, c'est assez bien. ChartKick permet d'automatiser un petit peu ça en Rails. On met la gem, on fait une ligne et bam, on a un graphique, c'est assez sympathique. Et le deuxième gem, Google Charts, fait la même chose. ChartKick est compatible avec iChart aussi, s'il y a des connaisseurs dans la salle. Enfin, en gros, s'il y a besoin d'afficher des informations avec des courbes, avec des bar charts, etc. Ça peut vous faire gagner un petit peu de temps. Après, dès qu'on a besoin de faire des choses un petit peu plus évoluées, moi, mon conseil, c'est quand même de revenir, si vous utilisez une librairie JavaScript, allez trafiquer le JavaScript directement pour l'intégrer dans votre application. Pour le coup, utiliser une gem, c'est peut-être un petit peu overkill. Et la dernière catégorie où j'ai mis un petit peu tout le reste, Better Errors. Si vous ne connaissez pas, je vous invite absolument à intégrer ça dans votre gem file assez rapidement. Ça va permettre de remplacer la page d'erreur que vous avez quand vous avez une erreur 500 en développement. C'est très pratique, vous allez avoir une console interactive qui va vous permettre de naviguer directement dans votre backtrace. Vous allez avoir des informations sur toute la pile d'erreurs, vous allez avoir plein d'informations qui sont plus utiles que ce qu'offre Rails par défaut. Donc ça, c'est très pratique, on va dire. Lograge, quand vous avez un serveur en production, ça permet de formater les logs de manière un petit peu plus sympa et un petit peu moins verbeuse que le format par défaut de Rails. Donc, si vous avez un serveur en production, je vous invite à regarder. Annotate, c'est un gem très pratique qui va permettre dans Rails d'ajouter en en-tête de tous vos modèles et de tous vos tests l'ensemble des champs que vous avez dans votre base de données. Parce que dans Rails, alors, si on utilise Mongo, c'est très bien parce que du coup, on a défini les champs. Par contre, si on utilise MySQL, si on utilise PostgreSQL, on n'a aucune information, on n'a aucun rappel dans le modèle des champs qui sont disponibles en base de données. Donc, Annotate va pouvoir permettre de générer ça de manière automatique. On peut même l'automatiser pour dès qu'on génère un modèle qui lance la gem, etc. Enfin, c'est pas mal fait. C'est assez pratique, ça fait gagner du temps. Et le dernier pour la fin, qui n'est pas du tout un gem, donc on est un petit peu hors sujet, mais c'est tellement pratique qu'il fallait absolument que j'en parle ce soir. Dans une application web, quand vous manipulez des dates, etc., il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à la main, mais il y a beaucoup de choses qui sont offertes par cet outil, cette librairie qui s'appelle Moment.js.
qui permet de faire des calculs sur les dates, sur les time zones, sur soustraire des dates, sur le fait de convertir des dates, sur le fait de parser des dates. Donc vous demandez à quelqu'un d'entrer une date dans un champ texte et du coup la librairie va vous permettre de convertir la date en un format valide en JavaScript. Donc c'est vraiment une librairie qui est très 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 puissante. On peut l'utiliser en version web, elle est aussi compatible avec Node.js. Donc si vous ne connaissez pas, que vous avez une appli qui manipule des dates, allez absolument regarder du côté de Moment.js, c'est extrêmement puissant. Et j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions? J'arrive. Sur les gemmes dont tu parles pour l'administration, Oui. Est-ce que tu as un avis sur Active Scaffold que tu n'as pas cité? Active Scaffold, je ne l'ai pas cité de mémoire, ça permet de générer un CRUD basique, non? C'est à peu près la même idée que RaiseAdmin, ActiveAdmin, sauf que c'est beaucoup plus moche, mais c'est aussi beaucoup plus customisable. Et pour avoir une appli qui est assez compliquée, on a essayé on avait historiquement un outil sur Active Support, puisqu'on a commencé en Raise 2 et à l'époque c'était ce qui se faisait de mieux. On a essayé de regarder RaiseAdmin, ActiveAdmin et les autres gemmes du style. Et honnêtement, aucune est aussi puissante en termes de customisation que Active Support. Alors même si l'interface est beaucoup beaucoup plus moche, ça reste quand même pour moi l'outil d'admin le Elle plus est toujours maintenue intéressant. ou pas? Elle est toujours maintenue. Ouais. D'accord, ok. Mais non, si je ne l'ai pas mis, c'est que j'ai jamais essayé. Enfin, en tout cas, j'ai dû la regarder, mais j'ai en tête un truc moche, mais je sais pas si c'est ça, parce qu'il y en a beaucoup des trucs moches dans les admin builders. Bleu, chelou. Du coup, ce que je t'invite à faire, c'est pour la prochaine fois, tu peux préparer un petit pitch sur Active Support. Je ferai ça. Il y avait une autre question là-bas. Merci. Oui, bonsoir. En fait, Bonsoir. moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur le moching sans avoir à attendre la prochaine présentation. Sur quoi, pardon? Le moching. Le mocking, mocking, d'accord. pardon. Le mocking. Ça y est, là, tout. C'est compliqué. Le mocking, en fait, c'est au lieu. Alors, le principe, c'est l'isolation. C'est d'isoler le code au maximum de ce que tu peux tester. Donc, l'idée, c'est que si tu testes une classe. J'ai toujours d'exemples à la con, je suis désolé. Si tu testes une classe qui va faire avancer une voiture, que ta voiture elle est sur une autoroute, tu vas te concentrer sur le fait de tester ta voiture. Donc ton autoroute, soit tu peux instancier ta classe autoroute, etc. Mais potentiellement, dans ta classe, tu auras plein de choses qui ne vont pas te servir. Donc tu auras plein de choses qui vont parasiter tes tests. Donc soit effectivement, tu instancies et tu t'arranges pour avoir une autoroute qui tient la route, j'allais dire. Je suis désolé, c'est fait de chaîne mot pourri. Soit tu t'arranges pour avoir une autoroute qui va permettre de mener ton test à bien. Soit tu vas moquer ton objet autoroute et tu vas dire, bon ben voilà, ça c'est une autoroute et je fais en sorte que ma méthode PH ouvert, que la méthode PH ouvert, elle renvoie bien true. Voilà. Donc ça c'est un exemple de mocking. C'est vraiment un cas d'utilisation assez précis. Mais disons que c'est un principe qui va te permettre de simplifier la vie en simplifiant ton test et en te restreignant à l'essentiel. Tu veux tester ta voiture, tu vas développer ton objet voiture, tu vas tester tes méthodes sur la voiture, mais ton objet autoroute ou ton objet passager, tu vas le réduire à une simple expression d'un objet que tu vas moquer en faisant en sorte que les méthodes dont tu as besoin dans ton test, ils renvoient bien la bonne valeur. Mais ça va être automatique, c'est-à-dire que tu vas faire voiture pour un passager. Non, c'est un mauvais exemple. Tu vas faire autoroute.péage, il va renvoyer true. Parce que tu lui as dit, la méthode renvoie true quoi qu'il arrive. Mais du coup, tu testes absolument pas ton objet autoroute. Et ça tombe bien, c'est pas ce que tu veux faire. C'était clair ou pas? Ok. Mais je pense que ça nécessite un autre sujet, effectivement. Oh, vas-y. 1, 2, 1, 2. Ouais, moi j'ai une petite question. Qu'est-ce que tu conseillerais pour la validation des formulaires, mais côté client? Est-ce que ça le fait Formtastic ou Oui, alors ils le font avec via HTML5. Ouais. Donc en gros, ça va activer les mécanismes par défaut du navigateur. Donc
moi, c'est ce que j'utiliserais aujourd'hui si je devais réutiliser une application, enfin, réutiliser un plugin from scratch. Maintenant, je sais qu'il y a pas mal de services qui ont pointilleux, qui aiment bien avoir une UX qui est aux petits oignons et qui vont dire que la validation HTML5 du navigateur, c'est moche, c'est pourri, etc. Et là-dessus, donc, faut regarder plutôt des librairies qui sont purement JavaScript, qui font des boulots formidables. Et du coup, tu vas déléguer complètement la validation de ton formulaire au JavaScript. Alors bien sûr, tu auras toujours ta validation côté serveur parce qu'il faut l'avoir. Mais en gros, tu auras une validation côté serveur qui sera en cas de pépin, en cas de survie, quoi. Du coup, ta librairie JavaScript, alors c'est con, je tombais sur une qui est censée être le leader. Aujourd'hui, j'ai absolument pas le nom en tête, mais il me semble qu'il y a une grosse librairie qui ressort du lot, qui est vraiment utilisée et qui va permettre de personnaliser l'expérience, etc., en faisant en sorte que les champs ils clignotent, que tu aies le truc qui remplit, que tu aies le message d'erreur qui s'insère bien, etc., qui peut gérer potentiellement la localisation, l'internationalisation, tout ce que tu veux. Mais je suis désolé, j'ai absolument pas le nom en tête. Ça marche. Merci. Mais je pense qu'il faut vraiment chercher du côté des librairies JavaScript pures. D'accord. D'autres questions? T'as pas parlé de Pry et Pry Debugger, que je trouve hyper utile. C'est vrai, j'en ai pas du tout parlé pour la simple et bonne raison que je ne l'ai jamais utilisé. Mais j'ai parlé de RSpec, tu me diras. Pour moi, ça rentre dans la catégorie Better Errors, enfin, outil de débugage. Ouais. Bah, ça va même au-delà de ça. Enfin, je crois que même Pry, c'est une console à part entière. Donc effectivement, ça peut être plus puissant. Il y a des gens qui servent que de ça, effectivement. Il y a même des méthodes spéciales dans Pry du style tu tapes ls et tu as toutes tes variables d'instance, toutes tes méthodes qui sont disponibles, qui s'affichent de manière contextuelle. Ouais. À tel moment de tel événement, tu n'as pas tout qui est forcément disponible. Quand tu arrives sur une application qui est déjà en route, c'est quand même pas mal utile de pouvoir savoir quoi, à quel moment est disponible, dans quel scope, etc. C'est vraiment utile. Ouais, et aussi, un truc pratique, c'est que tu peux dropper un binding.pry dans une gemme et ça va dans le code de la gemme, donc c'est hyper pratique pour débugger les gemmes. D'accord, ok. Bah écoute, je ne le savais pas du tout. Mais je pense qu'un jour, effectivement, il faudra tester. Mais j'attends que quelqu'un fasse une petite présentation dessus pour me donner envie, en fait. Alors, toujours pareil, c'est une question de religion. Non, personnellement, j'utilise de l'ERB. Donc, j'utilise ni HTML, ni Slim. C'est bien ça, je dis pas de bêtises, hein. Slim, c'est comme HTML. Ok. Non, c'est pareil, c'est plus une question de besoin. J'ai déjà testé HTML, hein, au début, tu fais « Ah, c'est cool, c'est tout, c'est génial ». Et puis là, tu tombes sur un mec qui a pas envie d'apprendre le truc, il dit « Attends, ton machin, c'est illisible, ça m'énerve ». Et là, tu dis « Ok, bon, mais finalement, on va reconvertir tout en ERB, on a perdu du temps ». Ça dépend des préférences. Personnellement, j'en ai pas le besoin et je l'utiliserai pas. Mais j'ai rien contre les gens qui l'utilisent. Alors, c'est par ici. Pour le debugging aussi, je pense qu'il y a Baybug. Baybug qui est une game aussi qui est assez sympa. Debug ou debugger? Baybug tout court. Ah, Bybug, ouais, Bybug qui est le débugger pour Ruby 2. Exactement, Donc, qui est debugger très pour, sympa à Ruby, utiliser. Je pense que ça pourrait compléter la liste. Et aussi, j'aurais aimé peut-être trouver un tout petit peu tout ce qui est profiler en Ruby pour les tests de charge et tout ce qui ressemble à ça en fait. Alors, Ruby Prof par exemple, qui est très puissant en tout cas pour essayer de simuler, de comprendre les charges. Pour le débugger, effectivement, tu as tout à fait raison. J'en avais parlé dans ma dernière présentation. En fait, c'est peut-être le premier truc dont on devrait parler. C'est vraiment le premier outil à apprendre, le débugger, comment est-ce qu'on s'en sert, comment est-ce que ça marche, qu'est-ce que c'est. C'est vraiment la chose la plus utile. Et je le dis à tout le monde, si le mot débugger ne vous dit rien du tout, je vous conseille d'aller absolument lire des articles sur ce qu'est un débugger. En 2 mots, c'est quoi? Vous avez votre application Ruby, enfin votre application Rails. Dedans, vous mettez le mot-clé débugger. Et ensuite, vous allez sur votre navigateur, vous rentrez votre URL, vous faites entrer. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau du serveur, vous allez ouvrir une console interactive qui va se trouver à l'endroit où vous avez mis votre mot-clé debugger. Donc là, vous pourrez accéder de la même manière qu'on fait un Rails console à, si vous êtes dans le contrôleur, tout votre contrôleur, si vous êtes dans votre vue, à votre vue, si vous êtes dans votre modèle, vous pourrez explorer toute la chaîne des callbacks, vous pourrez explorer l'état de l'objet, etc. Donc c'est très intéressant, c'est vraiment l'outil indispensable pour débugger quand on a des soucis, qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est l'outil qui va vous permettre de rentrer dans votre application en plein milieu d'une requête. Donc c'est un outil qui est juste indispensable. Je pense qu'on ne peut pas travailler efficacement sans utiliser un debugger.
Et après, pour répondre à tes autres interrogations, alors j'ai jamais vraiment fait de profiling en Ruby. Encore une fois, parce que j'en ai jamais eu le besoin. Je pense que le profiling, c'est intéressant quand on a des problématiques de performance qui sont vraiment hardcore. J'en ai pas eu et malheureusement, je connais pas assez les outils pour en parler. Mais je pense que c'est effectivement un sujet intéressant. D'autres questions? Ouais. Faites passer. Après, je fais payant en fait, c'est pour ça. Ok. Bon, je profite de mon coupon gratuit. Dans l'idée des gemmes qui font gagner énormément de temps, Oui. il y a quelque chose dont tu n'as pas parlé là-dedans, c'est les gemmes de décorateur. Alors je sais que ça sort un petit peu du cadre de Rails vu que ça sort de l'architecture MVC de base qu'on a, mais je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui vaut le coup d'être démystifié et d'être mis en avant parce que c'est vraiment très 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 utile. Alors, très bonne question. Mon avis là-dessus, c'est que c'est une question de curseur. Si tu as besoin de faire une petite application où tu auras des vues extrêmement simples, ton décorateur, il va pas vraiment te servir. Si tu n'es pas familier avec le concept, alors ouais, effectivement, il faut expliquer le concept. Tu me dis si je me trompe, si on parle bien de la même chose. Un décorateur, qu'est-ce que c'est? Dans Rails, vous avez des vues. Donc dans une vue, vous allez afficher, pour reprendre mon super exemple, vous avez une autoroute, une voiture, vous avez besoin d'afficher une voiture, vous allez afficher votre variable d'instance voiture.name, et vous allez afficher ensuite la liste des passagers. Bon, ça c'est simple, c'est facile. Après, vous complexifiez un petit peu la chose. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez créer des helpers. Les helpers, vous allez mettre, vous allez créer une méthode pour afficher de manière propre la liste des passagers. Donc vous allez générer du code HTML, vous allez faire une boucle, et ensuite dans votre vue, vous allez appeler le helper. Donc ça, quand vous en avez qu'un, c'est très bien, on le met dans un fichier, qui est d'ailleurs un module, et c'est inclus automatiquement dans votre vue, c'est magique, ça marche, c'est génial. Si vous avez besoin de complexifier un petit peu la chose, vous allez vous retrouver très rapidement avec beaucoup de fichiers de helper. Vous n'allez absolument pas savoir où est-ce que vous avez mis telle méthode. Et le plus gros reproche qu'on fait aux helpers dans Rails, c'est que ça reste des modules et qu'au final, on n'a pas vraiment de notion d'objet. Ça reste des méthodes qu'on appelle de manière un petit peu anarchique, qui sont même pas séparées par contrôleur, qui sont même pas séparées par vue, par rien du tout. Donc, on a un catalogue de helpers et on les appelle. Il y a des gens qui se sont dit, bon, c'est très bien, mais on fait du Ruby. Le Ruby, c'est un langage qui est orienté objet. Donc, ça serait bien si on peut avoir des helpers un petit peu sous forme de classe et sous forme de classe. Et le décorateur, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez avoir des classes qui vont vous permettre d'organiser en fait vos helpers. Voilà, tout simplement. Donc l'idée, c'est que, je pense que j'ai bien résumé le truc. Et du coup, ma remarque par rapport à ça, c'était que si tu as besoin de faire des choses simples, autant rester avec des choses simples. Un des principes de Rails, c'est KISS, Keep It Simple Stupid. Si tu n'en as pas besoin, autant pas le faire de suite. Après, quand on a besoin, ok, tu peux regarder les décorateurs, etc. Il y aura d'autres personnes qui vont dire l'inverse, qui vont dire je sais que j'en aurai besoin dans 3 mois, donc je vais le faire de suite. Moi, c'est pas comme ça que je fais les choses. Mais en tout cas, ça fait partie des sujets, je pense, qui sont avancés dans Rails, qui sont très intéressants et qui méritent d'être approfondis. Parce que c'est des choses qu'on a besoin de savoir dès qu'on a besoin de monter un petit peu en complexité et qu'on a besoin de mieux organiser son application. Rails fait bien des choses par défaut au niveau organisation, mais il ne fait pas tout de manière parfaite. Les helpers, c'est un bon exemple. Les décorateurs, c'est un bon remède à ça. Et effectivement, ça fait partie des sujets qui sont intéressants à regarder pour mieux organiser son application, pour que les gens qui travaillent avec nous ils soient plus contents quand ils ont besoin de chercher un truc et qu'au final, on augmente la qualité. Je comprends. Merci. C'est quoi la différence avec le mixin? Parce que tel que tu l'as décrit, j'entendais mixin. Attends, désolé, je me réveille qui sonne. Il n'y en a pas tellement. Le mixin, c'est un terme technique pour dire que quand tu es dans une classe, que tu inclus un module, donc tu as une classe... ouais. Le décorateur, c'est un design pattern. Enfin, non, c'est même pas. Le décorateur, c'est une manière de faire en sorte que tes helpers soient organisés en classe. Exactement. Mais le mixin, c'est juste un module que tu inclus dans une classe, c'est tout. Juste pour une précision sur le coup du décorateur au sens object-oriented, ce qu'on appelle décorateur en Ruby, c'est une dialectique qui est un petit peu controversée, puisque le Gang of Four décrit un pattern qui s'appelle décorateur, et c'est pas exactement comme ça qu'on l'utilise en Ruby, parce que le premier qui a popularisé le concept, c'est celui qui a créé la gem Draper en 2011, qui s'inspire du C# et du framework.NET.
Et là-bas, et ce qui est utilisé souvent pour déclarer ça, donc un décorateur qui est utilisé dans le cadre de faire un pont entre un modèle et une vue, ça s'appelle un présenteur. Mais en Raise, on appelle ça un décorateur parce que le premier qui l'a popularisé a appelé ça un décorateur. Oui, effectivement, on trouve les deux termes, un décorateur et un présenteur, tu fais bien de spécifier. C'est bon. Ah, d'accord. Ouais, effectivement. Répète la question. Alors Répète la question c'était pas le c'est micro. que ton prénom Rémi. Rémi a été surpris de ne pas trouver des gems comme pour gérer les uploads d'images. Ouais, comme Paperclip, etc. Mais le truc c'est que t'as raison, j'aurais pu les rajouter. Mais effectivement, il y en a pas 36 000. Il y a Paperclip et Dragon Carrier Wave et il y a Dragon machin aussi. Mais ouais, non, j'aurais pu le mettre, mais je m'étais dit que c'était un petit peu simple et pas très passionnant. Mais t'as raison, j'aurais très bien pu les mentionner. Ouais, non, c'est plus un oubli de ma part. T'as raison. Après, c'était un talk de 5 minutes à la base. Si tu Aussi, voulais faire aussi. 30 minutes, tu pouvais mettre plus de gemmes, Voilà. mais Non, en fait, voilà, le sujet ne m'intéressait pas trop, donc je voulais pas le mettre. par contre, je crois qu'on va clôturer les questions, histoire de Merci. pas être trop en retard. Merci beaucoup, Michel. En tout cas, c'était bien cool.